Dans ce panel, nous nous intéresserons à l'identification et la pathologisation des corps présentés comme immoraux, déviants et dégénérés, et finalement invisibilisés ou bien corrigés, et dans tous les cas placés sous contrôle médical et sous l'influence des institutions dominantes. Les deux interventions de 20 minutes que vous allez maintenant écouter vont donc entreprendre, entre autres, de saisir ce regard médical posé sur des corps marginalisés dans l'espace social ou encore d'interroger leur enfermement par une institution. Donc, Sarah Béjoud, vous êtes doctorante contractuelle en histoire de l'art contemporain et chargée d'enseignement à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Depuis octobre 2019, vous préparez sous la direction de Pascal Rousseau une thèse dans laquelle vous questionnez la présence du tatouage dans la pratique artistique et des cultures visuelles des mondes occidentaux depuis le XIXe siècle jusqu'à nos jours et l'influence du tatouage en tant que forme d'art originel. Lors de communication, dans plusieurs colloques et journées d'études, vous avez déjà interrogé le rôle du tatouage dans le processus de revendication identitaire et de subjectivation de l'artiste. Vous avez également publié dans les revues Arte Christiana et l'Apologie. Donc, dans votre intervention, vous allez vous intéresser à la monstration des corps tatoués, étudiés à travers les regards cliniques des médecins aliénistes de la fin du XIXe siècle, qui ont forgé à cette époque une certaine représentation de ces corps qui sont présentés comme dégénérés. Bonjour à toutes et à tous. Donc je tiens d'abord à remercier l'ensemble des organisateurs et du colloque et aussi l'équipe Trilogue pour la traduction en langue des signes de nos interventions. Je vais vous parler de la période et des documents qui m'ont amené à m'intéresser au tatouage dans mon travail de thèse, à savoir les productions artistiques des aliénés internés dans les asiles et les maisons de santé en France à la fin du XIXe siècle. Un être anormal, voilà bien le tatouage. Voici la conclusion de thèse de médecine d'Albert Merak sur le tatouage dans les asiles. Soutenue en 1901, cette thèse marque la fin de l'investigation des médecins aliénistes sur le rapport entre tatouage et folie, qui est menée depuis la fin des années 1880 en France. Donc, le propos va porter sur cette investigation et sur les raisons de cette conclusion qui associe corps tatoué et anormalité. Dès la fin des années 1880, jusqu'au milieu du XXe siècle, les médecins aliénistes et légistes, donc Jules Christian, Albert Merak, le docteur Daguillon, le docteur Paul Maison, et le docteur Alexandre Lacassagne instaurent de nouveaux critères pour observer le corps sur lequel s'incarne une intériorité perturbée. Alors, je vais tout d'abord essayer de comprendre pourquoi les médecins aliénistes cherchent à identifier les vices, les déviances et les anomalies pour mieux les observer et les contrôler. Par son regard clinique, le médecin veut prouver que le tatouage sont la traduction fidèle du désir, l'expression visuelle, graphique et artistique de l'esprit malade sur le corps. Chaque motif correspondrait à une manie établie par la nosographie de l'époque. Le corps tatoué devient symptomatique de la dégénérescence et ces corps immoraux, marqués par un artefact subversif, sont étudiés, observés, exposés et échangés par la circulation dans les sphères scientifiques d'un corpus visuel et iconographique d'un tout nouveau genre que sont les collections médicales qui sont constituées de relevés de tatouages sous différentes formes, ça peut être des relevés de peau, des photographies, des descriptions écrites, des dessins, etc. Et nous verrons enfin que cette imagerie se diffuse hors du champ médical dans les milieux populaires et artistiques, et c'est cette imagerie qui nourrit l'imaginaire collectif autour de la représentation de l'être dangereux, déviant et anormal, qui est représenté tatoué dans la première moitié du XXe siècle. Donc, en 1891, le docteur Jules Christian communique à la Société de médecine légale de Paris une observation tout à fait fascinante. Un de ses patients, à l'asile de Charenton, se tatoue lui-même le corps au sein de l'établissement. Le médecin aliéniste communique à ses pairs une curiosité, un nouvel objet scientifique digne d'intérêt. Il décrit les tatouages selon leur siège sur le corps, de la poitrine au ventre, en passant par les bras et les cuisses, comme s'il s'adonnait à une observation clinique anatomique. Il décrit, je cite, sur la poitrine, au-dessous du mamelon gauche et des deux cicatrices parfaitement visibles des coups de couteau qu'il s'est donnés, il écrit « Vive le roi ».
Le bras gauche est littéralement couvert, ainsi que l'avant-bras, d'inscriptions et de dessins. Au poignet, Al, avec 3 croix au-dessous, etc., jusqu'à la description complète du corps tatoué. Contrairement à la majorité des aliénés tatoués, le patient du docteur Christian se tatoue lui-même au sein de l'établissement et n'a pas eu recours à l'intervention d'un tatoueur. Le médecin voit alors, dans les tatouages de son patient atteint de délire de persécution, je cite, la traduction fidèle de son délire. Cette annonce du docteur Christian à la Société de médecine légale résonne comme une réponse à une problématique soulevée par la médecine aliéniste à la fin du XIXe siècle. Comment reconnaître l'individu déviant, le fou dans la société, et comment montrer sa différence pour l'isoler? Le cas du docteur Christian inaugure alors une décennie d'investigation sur le tatouage comme expression visuelle du délire, de la folie sur le corps, et le tatouage permettrait de reconnaître le fou. Le fou, l'insensé, l'aliéné ou l'anormal est l'objet de nombreux débats d'ordre politique, philosophique, judiciaire, moral et scientifique tout au long du XXe siècle, du XIXe siècle, et sa figure alimente aussi les fantasmes des milieux littéraires et artistiques. L'imaginaire collectif dans son ensemble est à la fois fasciné et effrayé par le fou. Progressivement, au fil du siècle, la folie est devenue une maladie qui suscite l'intérêt de toute une partie de la classe scientifique qui se passionne pour la recherche de ses causes et la classification de ces différentes formes par l'observation de ces manifestations visuelles faites au sein de l'asile. L'asile est cette institution qui vise à maintenir l'ordre en isolant et en cachant les individus anormaux dont on redoutait la dangerosité et qui dérangeaient de plus en plus l'ordre établi. Le 21 mars 1870, Léon Gambetta affirme que l'aliénation mentale est la maladie du siècle. La folie est alors considérée comme une épidémie dont l'une des premières causes serait la dégénérescence de la population française. La dégénérescence est théorisée en 1857 par l'aliéniste Bénédicte Morel. Il instaure l'idée d'une décadence de la population française, qui est une population normalement civilisée, car il y a un nombre croissant d'alcooliques, de criminels, de prostituées et de fous. Il instaure alors une catégorie d'aliénation qui regroupe toutes les maladies mentales connues sous le terme de dégénérescence, qu'il définit par, je cite, des déviations maladives du type normal de l'humanité, héréditairement transmissibles et évoluant progressivement vers la déchéance. Le XIXe siècle, constituant la période triomphante du positivisme et des théories évolutionnistes, la dégénérescence est donc considérée comme une régression vers des comportements dits primitifs et ataviques, engendrant la disparition d'aptitudes et du comportement propre à un individu dit civilisé. Le tatouage associé à une pratique dite sauvage apparaît alors comme un des signes de cette dégénérescence. Les criminels sont tatoués, les prostituées sont tatouées, et les médecins du dernier quart du XIXe siècle s'efforcent de démontrer que les fous aussi ont recours à cette pratique primitive et douloureuse pour exprimer leur folie. Par exemple, en 1894, le docteur Paul Bonnemaison fait part d'un rare cas de femme aliénée tatouée que j'ai pu recenser dans mes recherches. La patiente a tout de l'être dégénéré. Elle est d'origine africaine, donc d'origine sauvage, comme le souligne le docteur Bonnemaison. Elle est prostituée et par non négligeable, elle est une femme donc plus sujette aux troubles mentaux selon les croyances de l'époque. Elle est internée à l'hôpital de Sainte-Anne et pour prouver la folie de cette malade qui serait atteinte de débilité mentale avec idées religieuses se manifestant par des délires mystiques, le médecin se réfère au tatouage qu'elle arbore dans le dos, du cou à la naissance des reins. C'est une mosquée réalisée par piqûre à l'encre de Chine. Une explication logique est donnée par le dossier de la patiente. Je cite, vers l'âge de 10 ans, elle fut rasée par un marchand d'esclaves qui l'enleva et son maître la fit tatouer dans le but d'augmenter, paraît-il, sa valeur marchande. Et selon les dires de la patiente, le tatoueur lui aurait proposé plusieurs dessins, dont celui qu'elle a choisi, une mosquée. Le tatouage choisi est donc pour le médecin la preuve des préoccupations religieuses obsédantes de la patiente, même avant son intervention. La patiente est ici doublement dégénérée car elle est à la fois victime d'une altération du cerveau et elle se tourne vers des pratiques primitives pour orner sa peau. Le fou fait peur, mais le fou tatoué horrifie car il est la preuve vivante et visuelle de cette maladie que revêt la tendance dégénérative. Ainsi, Albert Merak conclut dans sa thèse en 1901, je cite, « Qu'importe après tout, en effet, que le tatoué soit un être brusquement remené en arrière par une action atavistique rétroactive ou en retard sur la marche évolutive de l'humanité, les théories reconnaissent implicitement que le tatoué est un être anormal dans nos milieux sociaux. »
Alors, si la science médicale peut repérer les anormaux grâce à leur corps tatoué, elle peut ainsi protéger la société face aux individus dangereux. C'est le rôle de la médecine légale qui doit trouver des preuves irréfutables et des documents objectifs qui attestent de la dangerosité du sujet. Donc voilà, la première mention d'un tatouage chez un aliéné se fait dans le cadre d'une intervention du docteur Jules Christian à la Société de médecine légale. En 1975, Michel Foucault, dans sa série de cours dispensés au Collège de France sur les anormaux, et notamment dans un cours consacré à la médecine légale au XIXe siècle, affirme que le médecin aliéniste, appelé lors de procès à des fins légales, devait réussir à retracer la vie de l'individu grâce à des preuves qui démontraient que c'est une pathologie mentale qui a conduit au crime. Les tatouages deviennent alors cette première forme de preuve irréfutable recherchée par la médecine légale, parce que, je cite, il n'existe pas de meilleur signe d'identité, selon le médecin légiste, anthropologue et criminologue français Alexandre Lacassagne. Pour lui, le tatouage permet de reconnaître graphiquement les individus dangereux pour la société. Le tatouage marque le corps déviant et il devient alors plus facile de le repérer au sein de la société. Il faut donc exhiber, surexposer le corps tatoué, symbole de l'immoralité, pour mieux le contrôler dans la société. La sémiologie médicale, donc l'étude des symptômes de l'esprit déviant, et la sémiologie, donc l'étude des systèmes de signes ou de symboles, s'entrecroisent dans la pratique du médecin pour dépister le caractère déviant. Le médecin se doit de comprendre ces signes, leur agencement, leur composition, par l'observation du corps tatoué. Il y a une volonté de la part des médecins de recenser ces symboles, de les classer par leur forme, leur signification, afin de déterminer comment chaque pathologie tend à s'exprimer par les motifs choisis par les patients. Ici, par exemple, vous voyez une planche Dr Daguillon et il y avait une grande part de tatouages obscènes relevés par les médecins. Ce sont des motifs qu'ils rapprochent systématiquement des pathologies sexuelles. Ici, pour les tatouages du patient Delphin, atteint de pédérastie, il arbore des tatouages sur son postérieur comme un œil surmonté de l'inscription « regard indiscret » et c'est pour Daguillon le symbole de sa sexualité déviante puisqu'il est atteint de pédérastie. Comme on peut le voir ici, outre les descriptions écrites qui sont les plus nombreuses, les dessins du docteur Daguillon représentent des fragments de corps tatoués. Et c'est un exemple de monstration du corps tatoué qui circule dans les sphères médicales. Daguillon utilise ici la technique de le relever par des calques mise au point par Alexandre Lacassagne dans son laboratoire de Lyon en 1887. Il s'agit d'appliquer sur le tatouage une toile transparente et de reproduire les contours du tatouage au crayon. Cette méthode est plus scientifique que la photographie, à en croire les propos de Lacassagne. Pour être conservée, avant d'être reproduite en facsimilé, la toile est collée sur un carton de la grandeur réelle du tatouage. Ces relevés sont ensuite agencés par le médecin lui-même, ce qui donne lieu à d'étranges compositions, comme nous le montre la planche 1 de l'ouvrage de Daguillon. Ces planches sont des documents qui circulent facilement au sein de la sphère scientifique, comme l'indique cette lettre du docteur Daguillon à Alexandre Lacassagne. Je cite « Je me propose, si cela vous intéresse, de reproduire les tatouages par le calque et de vous les envoyer, ou du moins de vous envoyer ceux qui pourront vous être agréables, si tant il est vrai que vous les collectionniez. Comme de réels collectionneurs et amateurs d'art, les médecins s'échangent et se donnent des pièces pour constituer leur propre collection. Ainsi, la volonté du docteur Lacassagne de créer un rassemblement de relevés de tatouages pour en faire un ensemble objectif à but de recherche scientifique devient une obsession pour constituer une collection exceptionnelle. Lacassagne va entreprendre de faire reproduire sur des assiettes les plus beaux spécimens de tatouages inventoriés. Selon Philippe Artière, Lacassagne veut rendre visible, je cite, ce qui est habituellement condamné à demeurer invisible, ce qu'on préférerait taire, le secondaire, le marginal et même l'infâme. La photographie est très peu utilisée pour reproduire les tatouages chez les aliénés. Les raisons de ce manque restent obscures. Est-ce parce que la photographie ne capture pas tous les détails de ces dessins, comme explique Lacassagne? Quoi qu'il en soit, les médecins lui préfèrent la description et les relevés par dessin, qui leur permettent de s'approprier ces objets et d'orienter leur interprétation et leur signification. Une autre technique de prélèvement de tatouage est pratiquée sur les cadavres, comme on peut voir sur ces planches que j'ai pu observer à la collection de l'art brut à Lausanne. Cette méthode donne avant le tatouage sur le corps et sur la peau, et ces échantillons sont exposés lors des congrès internationaux d'anthropologie criminelle qui se tiennent entre 1885 et 1914,
dans les villes de l'Europe de l'Ouest pour appuyer la théorie des médecins qui vise à établir des rapprochements entre la figure du criminel né et du fou moral. Donc, que ce soit par la description, la photographie, les relevés de tatouage et les échantillons de peau tatouée, le médecin s'approprie le corps du malade en lui arrachant ses inscriptions qui donnent à voir le corps pathologique. Seulement lorsqu'on considère le contenu de ces collections, il ne faut pas oublier qu'elles sont le reflet d'une certaine intentionnalité de la part du médecin. Prouver que le tatouage est l'expression graphique volontaire de l'esprit malade sur le corps, l'expression visuelle de la maladie. Les médecins aliénistes contribuent donc à modifier le regard sur le tatouage en le rapprochant d'une forme d'anormalité. Et au tournant du siècle, par leur diffusion populaire puis artistique, les collections de médecins contribuent à modifier la définition et le statut du corps tatoué dans l'esprit du grand public. Dans sa thèse intitulée « Soigner la folie et collectionner l'art des fous » soutenue en 2019, Lydia Coué affirme, plusieurs médecins intervinrent dans des magazines populaires en exposant leur vision de l'art annulaire au grand public. Accompagnant leur article d'une avalanche de reproductions puisées dans les collections médicales, que se plaisent à publier des revues en mal de sensation forte. La diffusion et la popularisation des créations axillaires au début du XXe siècle sont portées par la presse généraliste, qui est une véritable mine d'or pour l'étude des cultures visuelles et la circulation des images du corps tatoué. Par exemple, dans le numéro du 18 mars 1905 du Monde illustré, dans un article de Léon de Montarlot, intitulé Les fous artistes, apparaît la photographie d'un malade interné à l'asile de Villejuif et qui a un dos tatoué d'une scène où figurent deux personnages à cheval. La photographie fait partie de la collection d'Edgar Monteuil, directeur de l'asile de Villejuif. La légende de l'image dit « Symbole de l'affaire Dreyfus, tatoué sur le dos d'un fou par un autre fou ». Et dans l'article, le journaliste se demande, je cite, « Quelle conscience a-t-il fallu à ce dessinateur d'un genre spécial pour tatouer sur le dos d'un de ses camarades cette composition que l'on a baptisée l'affaire Dreyfus ?» Le journaliste questionne ici la normalité du tatoueur et du tatoué qui a accepté d'endurer une telle douleur tout en mettant en lumière la prouesse artistique du tatoueur. Les expositions universelles sont aussi le lieu où un public plus large peut avoir la possibilité d'observer ce qui se fait au sein des asiles. Depuis 1855 et jusqu'en 1889, le tatouage est présent dans les pavillons d'études criminelles des expositions universelles. On y retrouve des peaux tatouées, des collections des docteurs Cesare Lombroso et Alessandro Lacazette. Et pour répondre aux questions, existe-t-il des caractères anatomiques propres aux criminels? Les criminels présentent-ils en moyenne certains caractères anatomiques particuliers? Le médecin répond par l'exposition d'un des traits caractéristiques des anormaux dangereux, le tatouage. Le public pouvant observer le tatouage s'élargit car l'ensemble des visiteurs de l'exposition peut les admirer, mais toujours au risque du regard du médecin qui associe tatouage et anormalité. Ce public élargi inclut également des artistes. Je vais prendre l'exemple d'Albert Mignon. Au début de l'exposition universelle de Paris de 1867, dessinée par ce peintre, Albert Mignon, ainsi que la médaille d'or qu'il reçoit à l'exposition universelle en 1889, en 1875, il expose au salon L'insulte aux prisonniers, épisode de la croisade contre les Albigeois en 1211. Ce tableau est l'un des rares que j'ai trouvé datant du XIXe siècle et qui représente un occidental tatoué. À gauche de la composition, l'un des prisonniers arbore sur la poitrine un tatouage dont le motif peut s'apparenter à la tête d'un loup. Le critique d'art François Copé, présent au salon de 1875, explique que ce tableau illustre la répression de l'hérésie cathare. Le personnage tatoué au premier plan est donc un cathare, un hérétique ennemi de l'Église romaine. Donc, afin de représenter un ennemi de la foi au Moyen-Âge, en d'autres termes un anormal, le peintre fait le choix de le tatouer par un bouc, symbole de son hérésie. On voit qu'à la fin du XIXe siècle, le tatouage entre timidement dans la scène artistique et il faut attendre les années 1910 et 1920 et l'intérêt des artistes pour les productions artistiques des primitifs, des enfants et des fous pour que le corps tatoué soit représenté comme volonté de rupture avec les traditions picturales. En 1808, Kokoschka représentait un personnage tatoué dans une œuvre intitulée Amokläufer, qui peut être traduit en français par la course de la moque ou folie meurtrière. La moque désigne un comportement meurtrier psychotique, souvent initié par un désir de vengeance et conduisant au suicide. Kokoschka représente
ce meurtrier aliéné par la vengeance et le représente tatoué sur le bras et la poitrine. En novembre 2021, à l'occasion d'une communication à l'École des Beaux-Arts sur les représentations des transgressions sexuelles dans l'Allemagne de Weimar, l'historienne de l'art Marie Gisper affirme que les artistes expressionnistes de la sphère germanique ont une fascination pour les faits divers et la représentation des tueurs, et pour la représentation aussi des formes de déviance et des pathologies sexuelles comme le sont considérées l'homosexualité et le sadisme. Ainsi, quand Otto Dix présente une dédicace aux sadiques, il représente en 1922 deux femmes sadiques dont la déviance sexuelle est visible sur leur corps. L'une est d'une rigueur extrême et âgée, et l'autre, au premier plan, est tatouée. L'œuvre de Kokoschka ou celle de Dix sont réalisées au début de leur carrière, et ils choisissent un art très provocateur et tendancieux pour assurer une grande diffusion de leurs œuvres. Ainsi, Lindsay, le corps tatoué du fou, est un sujet de curiosité scientifique qui est observé comme un document clinique. En cherchant à démontrer la correspondance entre tatouage et troubles mentaux, les médecins albinistes font du tatouage un symptôme de la maladie et ils dirigent le corps tatoué en corps anormal dans les imaginaires collectifs. Le corps tatoué devient un corps stigmatisé, corps dont s'empare Jean Genet en 1950 lorsqu'il tourne et réalise son seul film, Un chant d'amour. Dans ce film, des hommes prisonniers tombent amoureux à travers les murs de leur cellule. Le film expose l'homosexualité des personnages, et l'homosexualité est encore considérée comme une déviance et une pathologie sexuelle en 1950. Le protagoniste, qui est donc un déviant et qui est enfermé, arbore un tatouage sur l'épaule qui est montré tout au long des 25 minutes du film. Le film ne sera diffusé qu'en 1975, mais déjà en 1950, Jean Genet donne à voir ce qui est véhiculé par les imaginaires collectifs depuis le XIXe siècle, à savoir le tatouage comme stigmate des amoureux. Dans Un chant d'amour, le monstruosité du corps, considéré comme anormal, n'est pas subi. Elle est affirmée par le retournement du stigmate. Le tatouage devient ici symbole de visibilisation du corps, considéré comme déviant, qui était jusque-là invisibilisé. Je vous remercie.